c'est Tessanem. Je suis fondatrice du Neg Magazine. Je suis également écrivaine, webpn. Je suis aussi une assistante à l'édition numérique pour une maison d'édition à Montréal. Et au-delà de ça, je vis maintenant en Guadeloupe, tout simplement. Le magazine a été créé en 2020. Donc, c'était lors d'un projet de recherche-création à l'université. J'étais étudiante à l'époque à l'université de Sherbrooke et je devais rendre un projet de recherche-création. Et mon idée au début, ça a été un essai. Et puis finalement, j'ai décidé de créer un magazine. J'avais très peu de temps. Il me restait un mois pour rendre mon projet. Et je me suis dit, bon, en un mois, je vais essayer de créer un magazine. Et donc, j'ai contacté en fait des intervenants, donc des militants. C'était pendant la période du scandale sanitaire du chlordécone. Et j'ai décidé de m'intéresser particulièrement à ce sujet-là. Donc, j'ai contacté je dirais, des acteurs culturels, des sociologues, des personnes qui s'intéressaient à ce sujet, surtout des militants, parce qu'à l'époque, les militants martiniquais se mobilisaient en fait pour cette histoire de chlordécone. Et c'est vraiment là que l'aventure a commencé. Donc, en 2020, j'ai créé le magazine, j'ai fait le projet de recherche-création, j'ai rendu à l'université et je me suis dit, bon, les gens ont bien apprécié, donc je vais continuer à publier en fait des revues, des entretiens, etc. Mais à l'origine, c'était vraiment ça. L'objectif, c'était surtout en fait d'aborder un sujet d'une autre vision. J'ai toujours senti que la presse traditionnelle limitait un peu son intervention en fait, limitait un peu ses couvertures. J'ai l'impression qu'on n'avait qu'une vision et je voulais apporter aussi la vision vraiment du peuple. Et je le dis tout le temps, Neg Magazine, c'est pour le peuple, par le peuple. Voilà, ça a été vraiment ça l'objectif de base. Et c'est encore l'objectif aujourd'hui. Je savais que vous m'allez me poser cette question. Alors, le mot nègre, parce que je pense que en étant étudiante expatriée et en vivant au Canada, où ce mot d'ailleurs est devenu une source de controverse, parce qu'il faut savoir que dans les universités canadiennes, il y a un débat autour de l'utilisation de ce mot par les professeurs dans un contexte académique. Voilà. Et souvent, ces professeurs justifient l'utilisation du mot nègre par le fait que Aimé Césaire ait développé la négritude et que, selon eux, en fait, comme c'est un contexte où c'est un concept qui est repris en université, ils auraient le droit, en fait, d'utiliser ce mot à l'université et que les étudiants racisés ne se sentent pas, en fait, offusqués par l'utilisation de ce mot. Donc, vraiment, quand je dis contexte universitaire, ça vient étudier des textes qui comportent le mot nègre, mais pas forcément des textes venant d'auteurs noirs, pas forcément des textes venant d'Aimé Césaire, mais vraiment des textes qui, à l'époque, n'étaient pas vus comme des textes racistes, à portée raciste, mais qui, aujourd'hui, le sont. Et pour eux, ce serait normal d'étudier ces textes-là. Et ce serait normal, en fait, d'utiliser le mot nègre. Donc, il y a une controverse, en fait, qu'on appelle la controverse d'Ottawa, qui a fait grand bruit. C'est en fait une professeure qui a été suspendue parce qu'en fait, elle aurait utilisé ce mot, que les étudiants racisés se seraient plaints de ça. Et en fait, elle a très mal pris et ses collègues aussi l'ont très mal pris. Donc, en fait, ça a entraîné une rupture entre étudiants racisés et profs, et professeurs à l'université. Donc, c'était une période très, très intense. Ça m'a amené à réfléchir sur ce mot, en fait, que l'on emploie, nous, dans notre créole. On a beaucoup d'expressions d'ailleurs qui utilisent ce mot nègre. Et j'avoue qu'en grandissant, en étant étudiante expatriée, mais en ayant grandi en Guadeloupe, je voyais le décalage dans l'utilisation de ce mot que nous faisons. C'est-à-dire que nous, on se sent légitime d'utiliser le mot nègre parce qu'on l'utilise en créole tout le temps, on dit nègre, nègre, vieux nègre, etc. Donc, c'est une expression qui est très présente chez nous et qui je dirais, ne nous offusque pas spécialement, en fait, parce que, justement, on a grandi avec la connaissance de ce terme, tandis qu'à l'université, en étant au Canada, en Amérique du Nord,
c'était un rapport différent avec le mot nègre, en fait. Et c'est ça qui m'a en fait donné envie d'utiliser ce mot, parce que je me disais que nous, on se l'est déjà approprié. On a déjà une autre vision de nègre. Et d'ailleurs, on ne s'insulte pas entre nous en disant nègre. On utilise vraiment nègre dans nos expressions créoles. Mais ce n'est pas, je ne vais pas avoir un problème avec un homme noir ou une femme noire et dire, ouais, vieux nègre ou vieille négresse, en fait. Et c'est cette différence qu'il y a pour moi, parce qu'en étant en vivant, ben, en étant racisé, en vivant ailleurs, on se rend compte que c'est une insulte avant tout. Avant d'être un mot qui a été réapproprié par Aimé Césaire, ça reste une insulte dans la vie occidentale. Donc, c'était très compliqué, en fait, de savoir où je me situais, mais c'est sûr que moi, j'étais contre l'utilisation de ce mot à l'université. Autant dans ma culture, ça ne m'a jamais offusqué, mais en étant racisée et en étant dans un lieu qui pratique encore des rapports de domination, notamment l'université qui est encore un lieu de domination, en fait, de rapport de domination, rapport de pouvoir, ça me dérangeait profondément qu'il y ait cette controverse. C'est vrai que ça me vient du jeune âge. Depuis très jeune, ça m'a intéressé toutes ces problématiques. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où ma mère s'intéressait beaucoup à ces choses-là, mon père aussi. Et ma mère, en fait, était syndicalisée au bout d'un moment. Donc, elle a grandi enfin, elle a fait partie des unions de travailleurs, en fait, qui militaient pour des droits. Maintenant, c'est un peu différent, elle n'est plus dedans, mais à l'époque, c'est elle qui m'a un peu donné cette envie-là, parce que quand je l'entendais parler, elle ciblait certains problèmes, en fait, des Antilles et de la Guadeloupe, et elle m'a toujours, en fait, mes parents m'ont toujours élevé dans cette conscience, en fait, raciale, si je puis dire. C'est un mot très fort ce que je dis, cette conscience noire, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été éduquée dans le fait que tu es une personne noire, certes, mais tu as autant de droits que les autres. Et n'oublie pas que nous sommes dans un pays où on a des rapports en fait de domination. On a aussi des rapports entre Béké et le reste des Antillais. Et ça, je l'ai ressenti en fait très tôt en fait. Je ne pourrais même pas situer où, mais très jeune en fait. J'ai été confrontée à ça. Aussi, très jeune, j'ai voyagé. J'ai voyagé par rapport à des soucis de santé. Donc, j'allais souvent en France me faire soigner. Et en France, j'ai rencontré le racisme très tôt. Et très tôt, j'ai développé des mécanismes de protection. J'ai toujours eu un caractère trempé, je pense. Et je pense que c'est ça qui un peu motive tout ce que je suis aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est mon enfance. Ça a été très impactant pour moi. Alors, il y a eu 2 numéros publiés pour l'instant. Donc, comme je l'ai écrit depuis 2020, il y a eu le numéro de 2020 qui était donc sur le scandale du chlordécone. C'est vraiment, comme je disais, c'était la thématique du moment. Donc, ce numéro, en fait, traite essentiellement de la vision du peuple sur ce scandale du chlordécone, l'histoire et la chronologie, en fait, de ce scandale et les solutions que l'on pourrait apporter, en fait, à cet empoisonnement massif des populations et des sols et des terres, en fait. C'est ça qui est important pour moi. Pas seulement pointer du doigt ce scandale, mais surtout aborder la vision scientifique, juridique, historique et aussi sociale. Comment les gens perçoivent le fait d'être empoisonnés, comment on perçoit le fait qu'il y ait eu une atteinte à notre dignité et notre corps entier. À quel point le scandale du chlordécone est lié aux autres problématiques des Antilles. Donc tout ce qui est monopole de l'économie, tout ce qui est, je dirais, revendications actuelles, tout ce qui se passe en fait socialement, politiquement, il y a tellement de liens avec le scandale du chlordécone. Donc c'était important pour moi en fait de faire le tour d'horizon et aussi de dire aux gens qu'il ne faut pas abandonner parce qu'il y a déjà des chercheurs qui sont sur la question de la décontamination. C'était surtout très important pour moi de préciser ça parce que souvent, on a le discours facile de dire on est empoisonné pour 700 ans, alors qu'on a des chercheurs qui sont déjà sur la question
de la décontamination des sols, notamment Sarah Gaspard, par exemple. On a aussi des jeunes qui se posent, qui s'intéressent à ces sujets, j'en suis très fière. Et du coup, le premier numéro, c'était pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur le scandale du chlordécone. Le deuxième numéro, lui, qui est sorti en 2021, oui, cette année du coup, portait en fait sur l'identité. Parce que justement, en travaillant sur le scandale du chlordécone, je me suis rendu compte à quel point cette notion de question identitaire revenait tout le temps et sans cesse sous le tapis. C'est-à-dire que quand je demandais aux gens, oui, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce scandale du chlordécone? Donc, les gens, ils me disent ce qu'ils pensent et ensuite, ils finissent par me dire, oui, soi-disant, on est français, non, 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 on vient sur la nationalité, après, on vient sur la colonisation, sur le colonialisme. Donc, on sentait qu'il y avait une certaine pression de l'identité. Qui nous sommes, en fait. Et nous vivons ça pourquoi? Quelle évolution statutaire pour la Guadeloupe? Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe, etc. Donc, c'était très important pour moi, justement, d'aller à la rencontre de certains chercheurs, notamment Michel, Michel Martineau, sur la question identitaire, parce qu'elle a vraiment étudié en profondeur. Je me suis aussi rapprochée de coachs décoloniaux. Je ne savais même pas que ça existait. Je me suis rapprochée d'artistes, parce que les artistes, en fait, œuvrent énormément sur ces questions. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de donner la place essentielle aux artistes que nous avons. Ils traitent énormément de ça. Donc, j'ai été à la rencontre de toutes ces personnes pour leur demander, pour toi, qu'est-ce qu'être antillais? Qu'est-ce qu'être guadeloupéen? Qu'est-ce qu'être martiniquais? Et l'identité, est-ce que c'est seulement rattaché à un territoire? Qu'est-ce que ça fait d'être antillais, mais en France, mais à l'étranger? Comment on se perçoit, comment on vit les différences culturelles? Est-ce qu'il y en a réellement? Est-ce que l'identité, ce n'est qu'être né sur le territoire? Ou est-ce que l'identité, comme certains m'ont dit, est-ce que l'identité, c'est pas finalement aimer, en fait, l'endroit où tu es? Donc, aimer cet endroit, peu importe si tu es à distance, contribuer à l'émancipation de ton peuple. J'ai eu des réponses tellement divergentes et tellement, je dirais, intéressantes, exceptionnelles. Je me suis rendu compte que l'identité n'est pas une notion, c'est une notion très subjective, je pense que tout le monde le savait, mais ce n'est pas quelque chose je dirais, sur laquelle les Antillais se rejoignent nécessairement. Il y a différentes conceptions de l'identité. J'ai eu aussi des personnes qui me disaient, moi, je déconstruis mon identité. Et je comprenais ça parce que je me disais, déconstruire son identité, finalement, c'est cohérent parce qu'on est dans un endroit où on est déjà dans un système inadapté à notre personne, qui ne répond pas nécessairement aux besoins du peuple. Et donc, être né dans un foyer, je dirais, qui est déjà pas très stable, c'est aussi se poser la question de savoir, est-ce que mon identité, elle est stable? Est-ce que je n'ai pas un travail à faire sur mon identité? Est-ce que je ne dois pas décoloniser mon identité? Il faut savoir qu'aux Antilles, certaines personnes ont un rapport différent avec la langue créole qui est l'une de nos langues natales. Dans certains foyers, elle est acceptée, dans d'autres, et jusqu'à maintenant, elle n'est pas nécessairement acceptée. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer où, depuis l'âge de 4 ans, je n'avais pas de problème à parler créole. En fait, mes parents ne m'ont jamais empêché, ça a toujours été très naturel, en fait. La culture a toujours été très mise en avant. Et tandis que j'ai des différences au sein même de ma famille, alors qu'on fait partie de la même famille, j'ai des différences entre peut-être cousins, cousines, entre personnes proches, entre amis, etc., où je me rends compte que certains n'ont pas eu la chance, en fait, de pouvoir avoir une discussion en créole avec leurs parents, tout simplement, parce que c'est interdit, ou avoir cette facilité à s'exprimer en créole. Donc voilà, l'identité, c'est aussi la langue, c'est aussi les éléments culturels. En fait, il y a tellement de choses qui rentrent dans l'identité que je trouvais que c'était tout simplement une étape nécessaire, en tout cas, en tant qu'individu qui se construit. Donc, c'était en moi toujours. Et en tant que, je dirais, je dirais en tant qu'écrivaine aussi, puisque l'identité est aussi très présente dans mes sujets, je dirais, d'écriture.
Moi, parce il faut faire en fait avec les disponibilités de tous déjà. Donc, réunir tous les témoignages, prendre le temps moi aussi d'écrire les éditos, de parfois écrire des essais, puisque dans le premier, j'ai écrit un essai dedans. Ça me prend bien 3 mois. Généralement, je commence vraiment à travailler vers février et ensuite il doit être publié le 1er mai, le magazine. Donc, c'est sûr qu'en avril, fin avril est déjà prêt, mais je suis en mode perfectionniste. Je remets des trucs, je remets des trucs, j'agence un peu. Mais je dirais que c'est le temps nécessaire, même si pour le premier, j'ai eu, comme je disais, beaucoup moins de temps parce qu'en fait, je me suis décidée très tardivement à faire un magazine. Donc voilà. Question très, 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 très délicate. Donc, déjà, cette notion de résistance, je tiens à préciser qu'elle me vient vraiment de l'enfance. Et je pense que en tant qu'individu, quand on se crée, quand on s'affirme, quand on s'émancipe, on est déjà dans une forme de résistance. C'est-à-dire qu'on confronte déjà la norme que l'on nous donne. Et on arrive à passer outre la norme. Donc, on résiste finalement contre la norme. On sort du cadre. La résistance, pour moi, en termes médiatiques, c'est-à-dire en termes d'écriture, en fait, parce que pour moi, déjà, écrire, c'est résister, je tiens à le dire. En termes d'écriture, c'est aussi une résistance contre le mouvement général, la mouvance générale, contre en fait la presse traditionnelle. C'est déjà aussi se démarquer parce que je fais le choix de me dire que je ne censure pas. C'est-à-dire que dans le magazine, on peut avoir des expressions très crues, on peut retrouver des personnes qui s'emportent par l'émotion, donc nécessairement qui ont, qui ont, je dirais, une expression différente. Et je ne vais pas censurer ça. Je ne censure jamais, en fait, les intervenants. Pour moi, c'est important d'être dans la vérité et d'être entièrement vrai entre nous et de pouvoir entièrement retranscrire ce que la personne a dit sur le moment. Donc, la seule chose que je fais réellement, c'est de réviser, c'est-à-dire de corriger les fautes, les textes, etc. Mais censurer, je ne le fais jamais. J'ai vraiment du mal à devoir limiter les intervenants. C'est ce qui fait que des fois, on a des disparités dans les interventions. Il y a des interventions où les gens, une page, ça suffira. Mais je prends l'exemple de Michel. Michel, il m'a fallu 10 pages dans le magazine pour son intervention. Elle m'a dit ensuite, tu pourras couper, tu prendras ce que tu veux. Et je lui ai dit non, je vais tout mettre. Donc, il faut que tu sois sûr de ce que tu me dis parce que je vais tout mettre. Je ne censure pas. Pour moi, c'est important. Je trouve qu'il y a dans cette presse traditionnelle, et je le sais moi-même parce que j'ai déjà été interviewée, j'ai déjà eu plusieurs interviews, j'ai déjà eu des interventions dans les magazines traditionnels que nous avons que je respecte d'ailleurs, mais qui ont cette tendance aussi à vouloir pas nécessairement censurer, et ça ne veut pas dire que c'est le premier but, mais à vouloir cadrer la parole. Donc, à vouloir restreindre finalement, l'espace de parole. Et finalement, restreindre l'espace de parole, c'est une censure, qu'elle soit involontaire ou non. Ça arrive, et je peux prendre l'exemple, ça arrive qu'à la télé, on interviewe quelqu'un sur une question et on va prendre qu'une partie de la réponse qui nous intéresse. C'est normal parce que des fois, les gens divaguent. Moi, je sais que moi aussi, je suis parfois distraite et que je divague. C'est normal. Mais il y a des moments où on se rend compte en lisant qu'il manque quelque chose dans ce que la personne a dit. C'est tourné un peu à son avantage. Bon, là aussi, les journaux le font quasiment tout le temps. Donc, pour moi, déjà, permettre en fait cet espace de parole sans limite, c'est déjà une forme de résistance. C'est une résistance contre l'espace médiatique, mais c'est une résistance aussi contre le système. Parce que je ne vais pas me gêner, en fait, pour parler, par exemple, des politiciens, du gouvernement, du rôle du gouvernement dans le scandale du chlordécone, du rôle de nos élus et de nos politiciens locaux dans le scandale du gouvernement, etc. Pour moi, c'est important que lorsque nous avons, je dirais, une question sociétale,
que l'on apprenne en fait à pouvoir donner l'espace de parole aux personnes concernées, aux personnes qui subissent l'injustice et ne pas nécessairement aller dans le sens de l'oppresseur. Il faut pouvoir donner cet espace de parole à l'oppressé parce que c'est l'oppressé qui est le plus souvent mis sous silence en fait. L'oppresseur, il a tout l'espace de parole qui lui est désirant en fait. Souvent, on le voit, les politiques ont cet espace de parole. Mais est-ce que le peuple a cet espace de parole? C'est moins souvent, puisque souvent, on désigne aussi l'espace de parole en fonction de l'expertise. On se dira, ah non, on ne va pas parler de questions politiques avec le peuple. Ils n'ont pas étudié de la politique. Et moi, je ne trouve pas ça correct. Je trouve qu'en fait, il y a à tirer en fait, de cette population qui déjà subit déjà les décisions des politiques, qui subit au quotidien les injustices, qui subit au quotidien le scandale du chlordécone, au quotidien les problématiques liées à l'eau, les revendications. On le voit actuellement en Guadeloupe, les gens sont dans la rue parce qu'ils subissent des choses. Et qu'à force de ne pas laisser cet espace de parole, les gens, ils explosent. Et c'est ce qui se passe, c'est que moins il y a d'espace de parole, et plus on aura je pense, de la violence, et plus on aura des gens qui, finalement, se explosent, ils n'en peuvent plus et doivent exprimer ça d'une façon à être entendus. Et je veux que NEG soit cet endroit où on est entendu. Donc, pour moi, ça, c'est la résistance. La résistance, c'est affirmer sa voix et s'émanciper du silence, en fait. Accepter que l'on doit dire des choses. Et parfois, ces choses-là sont blessantes. Parfois, ces choses-là font mal, même pour le peuple. Hein. Sur les questions identitaires, ce sont des questions qui sont très douloureuses. Et je pense qu'il faut savoir, en fait, être en vérité. Pour moi, c'est ça, la résistance. Elle est autant culturelle, littéraire, politique parfois, mais j'essaie de ne pas être politique dans les magazines. NEG Magazine s'adresse pas uniquement au peuple. D'ailleurs, finalement, le peuple, le système en fait partie, mais c'est vrai qu'on opère une différence. On dit le peuple, le système, c'est-à-dire les gens au pouvoir. Mais NEG Magazine s'adresse autant au peuple qu'aux gens du pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que actuellement, il est dans la bibliothèque départementale de la Guadeloupe, en fait, pour moi, du conseil départemental de la Guadeloupe, qui est la bibliothèque Laméca. Il est consultable, malgré en fait le manque de censure. J'ai été très étonnée, mais je suis à la fois très fière parce que je me dis qu'il peut être accessible à tous. Il n'y a pas de limite dans qui peut en fait lire NEG. Et je pense qu'il n'y a même pas de limite en fait dans les intervenants que je peux recevoir. Est-ce qu'ils voudront répondre à mes questions? Ça, c'est différent. Après avoir publié ces 2 numéros, je réalise en fait qu'il reste beaucoup de choses à faire. Je réalise aussi que j'ai pu faire ce travail en étant pendant ma période universitaire. C'est très éprouvant. Sur le moment, je ne me suis pas rendu compte. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais besoin de recul et de repos aussi parce que je suis toute seule à le faire. Mais quand je vois tout ce que j'ai abordé dans ces 2 magazines et tous les entretiens qui ont lieu à part, parce que je dois maintenir le site aussi, je me rends compte vraiment, la chose qui me vient en tête, c'est qu'il reste tellement de choses à faire et qu'il existe tellement de médias, en fait, que je pense que nous sommes vraiment dans une ère d'émancipation collective où tout le monde reprend son espace de parole, où tout le monde tient à se rapprocher de la culture, à se rapprocher de ses racines, où finalement on cherche à créer une proximité et on crée une communauté sans le vouloir. On crée un réseau, une vraie connexion et je pense qu'il manquait cette connexion à l'époque. Donc le recul c'est essentiellement, je ne sais même pas comment répondre à cette question parce que c'est que ça que je vois. Je me dis, chaque fois que je regarde les magazines, je me dis, waouh, on a fait ça. Je me dis même pas j'ai fait ça, je me dis on a fait ça. Les interventions de ces magazines sont juste magnifiques et moi, il m'arrive après
chaque fin de magazine, de pleurer, d'avoir un temps, je me dis, waouh, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer, en fait. On est en train de créer un réseau et un réseau très important, en fait, qui va permettre de laisser un héritage. Et cette génération doit laisser un héritage, son héritage. C'est principalement ce qui me vient à l'esprit. Oui, en fait, ma perception a énormément évolué, ma perception des Antilles, tout simplement parce que je pense que s'expatrier, finalement, c'est s'éloigner, mais d'un point de vue, je dirais, spirituel, donc d'un point de vue intérieur, c'est un chemin vers soi. Donc finalement, on se rapproche un peu plus du pays en s'éloignant. Et pas seulement parce que le pays nous manque, mais parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus là pour vivre des problématiques et qu'on est à distance, qu'on vit mieux, certes, parce que moi, je l'assume, le cadre de vie canadien et le cadre de vie guadeloupéen est totalement différent. Est totalement différent. Et c'est aussi d'un point de vue professionnel, d'un point de vue universitaire. J'ai vraiment eu un cadre de vie totalement différent et je percevais ces différences-là. Je comparais sans cesse dans ma tête, ce qui est normal. Je me disais, j'aurais pas pu faire ça si j'étais en Guadeloupe. J'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas rencontré telle personne. J'aurais pas eu ces opportunités professionnelles. Je n'aurais pas connu tout ça, en fait. Et finalement, je me dis, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque au pays? Qu'est-ce qui manque au pays? Ben, ce qui manque au pays, c'est que les expatriés reviennent quand ils peuvent, hein, parce que ce n'est pas tous les expatriés qui peuvent revenir, et qu'ils fondent leur structure ou qu'ils développent des structures. Ce qui manque au pays, c'est que finalement, on n'a jamais évolué sur certaines choses, et je dirais par exemple sur le système éducatif, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc, ça me permet en fait d'avoir une introspection sur ça et de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire sans nécessairement me baser cette structure sur la structure canadienne parce que ce sont deux endroits totalement différents. Et le Canada aussi, ses problématiques liées avec ses premiers peuples. Donc, je me rends compte que ce n'est pas un système parfait et que je ne veux pas que la Guadeloupe ressemble au Canada. Par contre, qu'est-ce que je peux tirer du Canada pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que je peux tirer de mes expériences pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que je peux apporter à la Guadeloupe en sachant que les personnes qui vivent déjà apporte tellement de choses à Guadeloupe. Ce n'est pas l'expatrié qui est sauveur hein, de l'endroit où il revient, en fait. C'est juste pas ça du tout, puisque le peuple, au quotidien, doit dealer avec des choses. Au quotidien, le peuple, il s'émancipe. Au quotidien, les jeunes créent des choses en étant déjà sur place. Au quotidien, on développe des réseaux. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui est fait pendant que moi, je suis ailleurs. Donc, ce n'est pas nécessairement moi qui vais apporter la science infuse. Moi, je vais apporter ce que je peux apporter, en sachant qu'il y a déjà des gens sur le territoire qui travaillent à l'émancipation de cette Guadeloupe. Donc, oui, ma perception a beaucoup évolué. Euh, J'aime encore plus la Guadeloupe. C'est dingue. C'est quand je suis partie que je pense que mon amour s'est décuplé. J'ai déjà un très grand amour pour la Guadeloupe. Mais quand je reviens en vacances, je me rappelle, je dis à mes amis, ouais, là, ça fait. Je prends pas de billet. J'ai pris en aller simple et je prendrai un billet retour quand j'en aurai marre, en fait. Donc, moi, c'était ça. C'était j'arrive. Si j'en ai marre après 3 semaines, je repars. Si j'en ai marre après 2 mois, je repars. C'était ça. Et, et ce rapport-là a changé parce que maintenant, je me disais, je vais revenir. J'en aurai marre de certaines choses, mais je préfère en avoir marre de certaines choses que de rester à l'étranger. Voilà, donc ça a beaucoup, mon amour s'est beaucoup décuplé et je me rends compte que sur beaucoup de choses, j'ai grandi aussi. Et je pense que c'est important de grandir, de se guérir soi-même pour guérir le pays. Et pas vouloir guérir le pays sans se guérir soi-même, ça mène à nulle part, ça n'a pas de sens, c'est incohérent. Et je pense que beaucoup de gens cherchent à faire ça au lieu de travailler sur soi. Et c'est en travaillant sur soi qu'on arrive à pouvoir avoir plusieurs individus qui ont travaillé sur soi et qui peuvent entreprendre des choses. Mais quand tout le monde se pointe du doigt, quand tout le monde dit, ah, mais en Guadeloupe, ça ne va pas, la mentalité guadeloupéenne, nous Antilles, on est comme ça, non, non, non.
on va nulle part en fait, parce que la mentalité, elle vient de qui? La mentalité, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est pas fictif, c'est pas un concept imaginaire. Et d'ailleurs, j'aime dire que la mentalité, mais la mentalité par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quelle référence? Est-ce que vraiment on peut parler de bonne, de vieille mentalité? Puisqu'en ayant vécu au Canada, certains aspects de la mentalité canadienne, la mentalité entre guillemets, me dérangent. Qu'est-ce que la bonne mentalité, qu'est-ce que la vieille mentalité et par rapport à quelle référence en fait, par rapport à quel référent. Et tout ça, j'y ai réfléchi et je me suis dit, ah, moi j'aime la Guadeloupe. La Guadeloupe, je la prends comme ça, mais en acceptant de travailler sur moi-même pour que je puisse être un meilleur individu pour ce pays et pour que ce pays grandisse. Voilà, c'est là que principalement ça m'a mené. Essentiellement sur le net, donc sur Calameo, qui est un site officiel pour le magazine, parce que le magazine est publié en ligne. C'est vrai que moi, j'ai des exemplaires à ma disposition parce que je suis fan du format papier. Mais en vrai, le magazine est publié pour l'instant en ligne et il est disponible aussi en version papier à la bibliothèque L'Amica en Guadeloupe. Ça, c'est essentiellement pour les Guadeloupéens. Mais pour l'international, pour les gens du monde, en plus, c'est vrai qu'on a des gens du monde qui nous suivent. Pour les gens du monde, c'est essentiellement sur le site. Donc, mon site personnel, qui est du coup negmagazine.art, et le site Calameo, en fait, qui réunit plusieurs magazines. La plupart des gens connaissent ça, ça réunit plusieurs magazines. Et on espère qu'à l'avenir, le magazine sera disponible en version papier dans les 4 coins du monde. La fin. Mon mot de la fin, ce sera que nous sommes une génération qui tente d'accomplir, qui accomplit, qui fait, qui crée et qui crée ses propres références. Je le répète souvent, mais je le dis tout le temps, ça doit vraiment être le mot d'ordre. C'est que nous devons créer nos propres références. Nous devons sans cesse créer, parce que la création est déjà une première forme de résistance. Créer pour nous, créer sur nous, c'est déjà créer pour nous. C'est pour moi une forme d'autodétermination. C'est aussi une émancipation. Je répète souvent ce mot, je pense que les gens ont l'habitude. Donc, le mot de la fin sera pour moi que cette génération, qui ensuite prendra le relais, aura ses références et devra créer à son tour, sans craindre en fait je dirais, de s'échapper de la norme. Ce sera pour moi le mot de la fin.